C'est toujours un réel plaisir, mesdames et messieurs, d'être parmi vous. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, le chef de Fukutan Takastu, Anusma Aveln, lance un appel aux personnes dont des proches auraient pu traverser la rivière vers ce quartier durant la nuit. Selon les informations recueillies, 11 personnes étaient à bord d'une pirogue qui a fait naufrage après avoir quitté Fassankaran hier dans la soirée. Une femme y a perdu la vie. Les recherches ont duré toute la nuit et son corps n'a été retrouvé qu'au petit matin. Les 10 autres passagers ont pu être sauvés. Les détails avec Andniana Martina et Sej Andjanab. Les habitants et les sapeurs-pompiers ont passé près de 14 heures à rechercher le corps de cette mère de famille dans les eaux de l'Ikoup. L'opération a débuté hier soir aux alentours de 18 heures et ce n'est qu'au petit matin que son corps a été retrouvé non loin du lieu de drame. La pirogue visible sur cette image est celle qu'ont empruntée les passagers pour rentrer à Kastu Anusma Aveln hier soir. Selon le rapport, ils étaient 11 au total, dont le piroguier. Une corde est habituellement utilisée lors de la traversée de la rivière, mais celle-ci s'est rompue, provoquant une panique générale parmi les passagers. Au final, 10 personnes ont pu être secourues, tandis qu'une femme a malheureusement péri. Toutefois, le chef de Fukutan invite toute personne ayant un proche disparu et qui aurait pu emprunter cette pirogue à se présenter au bureau du Fukutan. Ce responsable local demande également la mise en place d'infrastructures adaptées pour faciliter les déplacements des habitants. Cette traversée relie plusieurs Fukutan du 4e arrondissement à la région d'Atsimjan. Elle est empruntée par la majorité des riverains car elle représente un itinéraire plus court que la route contournant la zone. Pour l'instant, toute traversée en pirogue a été suspendue. La convocation de tous les piroguiers opérant dans cette zone a également été faite. Désormais, une limitation du nombre de passagers par embarcation sera imposée. Quant au conducteur de la pirogue impliqué dans l'accident, il a été placé sous la protection des forces de l'ordre dès la nuit dernière, en attendant l'issue de l'enquête. Le haut gradé et 6 autres gendarmes impliqués dans l'affaire de détournement de cocaïne à Nosibé ont été placés en détention provisoire à la prison de Tiafa. Un autre gendarme, également mis en cause, est toujours hospitalisé. Par ailleurs, les 4 civils sont incarcérés à Antanmour. L'audition de ces suspects a débuté hier à 15 h au niveau du pôle anticorruption aux 67 hectares et ne s'est achevée que ce matin à 6 h. Les détails. 15 heures après le début des interrogatoires au PAC 67 hectares hier, le verdict est tombé ce matin. Le commandant de la gendarmerie de Nosibé, ainsi que 6 autres gendarmes impliqués dans le détournement de cocaïne, survenu le 2 août 2024, ont été placés en détention à Tiafa. Un autre gendarme, également impliqué dans cette affaire, est actuellement hospitalisé et suit des soins médicaux. Quant aux 4 civils mis en cause, ils ont été envoyés à la prison d'Antanmour. Ils sont inculpés de corruption et d'abus de pouvoir. La justice poursuit inlassablement sa quête de vérité et se montre intransigeante face aux actes de corruption, quel que soit le statut des personnes impliquées. Diplomatie à présent, la Chine a annoncé officiellement aujourd'hui l'envoi d'aide pour la région de Menabe pour aider la population victime du passage du cyclone Andé. Une annonce faite par l'ambassadeur de Chine à Madagascar en marge de l'inauguration de la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères qui a été complètement rénovée avec l'aide de la Chine. Nadira Koutouma, Funza Ranjiansu. Même si Madagascar est encore en pleine période cyclonique actuellement, la Chine a déjà annoncé sa disposition à nous aider étant donné les sinistres qui ont déjà frappé le pays ces derniers jours. La région Menabe est parmi les régions touchées par le cyclone Andé la semaine dernière. Ainsi, aujourd'hui, pour affirmer son soutien et confirmer les liens fraternels qui relient Madagascar et la Chine, l'ambassadeur chinois a annoncé officiellement l'envoi des aides aux victimes des cyclones dans la région Menabe la semaine prochaine.
Des aides pour le redressement de la région, que ce soit en matière d'agriculture que des besoins d'urgence et vitales de la population touchée, affirme l'ambassadeur de Chine à Madagascar aujourd'hui. Donc, d'après notre connaissance, il y a beaucoup de personnes dans la région de Menapé, spécialement surtout à Morondava. Il y a encore beaucoup de personnes qui ont déjà quitté leur maison, qui ont déjà habité ensemble dans le gymnastique. Il manque de vêtements, manque d'aliments. Donc, on va proposer des dons comme on a déjà souligné, les tapis pour les personnes. Et aussi, d'après notre connaissance, il y a encore le problème de l'eau dans la ville de Morondava. Il y a encore de l'eau causée par le cyclone qui est resté là-bas. Donc c'est pourquoi on a déjà donné les pompes motards pour le gouvernement à résoudre ce problème. La Chine, l'ambassade de Chine, on va donner à la région de Menapé, d'après son besoin, 2 pompes motards et aussi 1000 tapis pour les zones qui sont déjà touchées par le cyclone. Ces dons arrivera à Morondava dans cette semaine. Et durant cette action, il faut aussi souligner l'assistance de Madame la ministre pour son effort qui est déjà donné. Cette annonce a été faite par l'ambassadeur de la Chine à Madagascar durant la cérémonie d'inauguration de la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères aujourd'hui. Cette salle de conférence a été complètement rénovée grâce à un partenariat avec la Chine. Une rénovation suivant les normes internationales pour accueillir les diverses rencontres nationales qu'internationales, souligne la ministre des Affaires étrangères malagasy dans son discours. Cette dernière a appuyé que l'État malagasy est reconnaissant et fier de ce geste de la Chine qui témoigne le renforcement des liens diplomatiques, fraternels et aussi politiques entre les deux pays. Les inondations et glissements de terrain figurent parmi les catastrophes naturelles auxquelles la population d'Antananarive est confrontée. Cette année, le gouvernement a changé de stratégie pour y faire face en mettant en place des mesures de prévention et de préparation, a déclaré le général Anjiakaza Elak, directeur général du BNGRC. C'est également à cette occasion que la deuxième phase du projet EcoRep a été officiellement lancé. Ce programme vise à évaluer les besoins des familles vulnérables d'Antananarive et de Tuamasin afin de leur fournir une aide financière en cas de catastrophe naturelle. Les détails sur les images de Yves Janel. Le projet EcoRep entre dans sa deuxième phase. Il concerne la vulnérabilité et la préparation aux catastrophes en milieu urbain. Lors de la première phase, des cartes des 6 arrondissements de la capitale ont été établies afin d'anticiper les catastrophes naturelles. Un recensement des ménages vulnérables et de leurs besoins a également été réalisé. Pour rappel, chaque ménage vulnérable a reçu une aide de 120 000 ariars lors de la première phase. Le BNGRC coordonne le projet, tandis que le MAP assure son financement. Le programme est mis en œuvre à Antananarive et à Tuamasin. Face à la saison cyclonique 2024-2025, le gouvernement a adopté une nouvelle approche axée sur la prévention. Parmi les mesures prises figure le curage des canaux d'irrigation d'Antananarive pour éviter les inondations. Cette initiative a été réalisée en collaboration avec le BNGRC, la PIPA et la SMA et la commune urbaine d'Antananarive. Ce partenariat entre la CUA et le BNGRC se poursuivra dans le cadre du projet EcoRep 2, soutien à la mer. À noter que 4 pays d'Afrique bénéficient de ce projet, le Mozambique, le Zimbabwe, le Lesotho et Madagascar. Des jeunes en quête d'emploi et de compétences se sont rués à la séance d'information et d'inscription au programme de formation professionnelle FIDZERIAF dans la région Betsbouk hier, organisé par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Le but de ce projet étant de réduire le taux de chômage à Madagascar à travers l'octroi des formations aux jeunes.
4077 jeunes en quête d'emploi et de compétences se sont inscrits au programme de formation de masse gratuite Fiziri-AF lors de la séance d'information et d'inscription organisée hier dans la région Betzbouk. Un programme initié par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. L'objectif de cette activité étant d'éveiller les talents des jeunes et à les soutenir à travers des séances de renforcement de capacités pour leur permettre d'exercer des métiers qui les passionnent, de créer des emplois et de gagner leur vie, a souligné Marie-Marceline Rassoulouarsou, ministre de tutelle. La majorité des bénéficiaires ont choisi de renforcer leurs capacités dans le domaine de la pâtisserie et de la cuisine avec 871 intéressés sur les 4077 inscrits. 512 ont souhaité suivre des cours de coupe et couture, 701 des cours d'informatique, 180 en agriculture, 93 en ouvrages métalliques et bois, 244 en électricité bâtiment, 340 en élevage et bien d'autres. Après Betzbouk, d'autres régions de Madagascar bénéficieront également de ce projet. Lors du déplacement de la ministre dans cette localité, cette dernière a visité le lycée technique de Maïvatanan et les centres de formation qui composent le DRETFP local. Le ministère accorde une attention particulière au développement de la qualité de la formation offerte aux jeunes à travers ces visites pour pouvoir examiner les problèmes rencontrés par le système de formation et d'éducation et apporter ainsi une solution dans les plus brefs délais. Nécrologie à présent, Julien Rakoutenev, historien et chercheur, est décédé ce 11 mars 2025. Académicien, il avait été auparavant président du conseil d'administration de l'Alliance française de Tananarive. Il a également occupé le poste de directeur général de l'Office national des arts et de la culture, ou OFNAC, au sein du ministère de la Communication et de la Culture. Julien Rakoutenev était membre du conseil d'administration de l'Office du Rouve de Madagascar et faisait partie du comité scientifique chargé de la restauration du Rouve de Madagascar. En outre, il était chargé de mission au sein de la présidence de la République. Passionné d'histoire, il avait collaboré étroitement avec la télévision et la radio Viva, intervenant régulièrement dans des émissions consacrées à l'histoire nationale et aux dates marquantes de Madagascar. L'équipe de la télévision et de la radio Viva présente ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Dans les actualités internationales, le général Dominique Trinquant était l'invité de France 24. Il fait le point sur la situation en Ukraine, les discussions entre Kiev et Washington en Arabie Saoudite et le soutien des Européens qui se réunissent à Paris. France 24. Il n'y a évidemment aucun hasard. La paix par la force, c'était le mot utilisé par M. Trump lorsqu'il avait rencontré le président Zelensky à Paris. Pour l'instant, il utilise plutôt la force contre l'Ukraine. Et là, l'Ukraine a utilisé la force pour marquer en début de négociation qu'elle n'est pas prête à céder et que la Russie doit comprendre que la guerre est aussi chez elle. Donc voilà, il n'y a pas de hasard. Et une attaque d'une telle ampleur n'est pas improvisée. Et au passage, il faut bien comprendre que cette attaque de drones dans la région de Moscou, ce sont probablement des drones qui viennent en partie d'Ukraine, mais il y a aussi des drones qui viennent de Russie. C'est-à-dire que la Russie est infiltrée par des dispositifs ukrainiens. Et ça, elle veut le faire savoir à Moscou. Et les éléments qui sont sur la table aujourd'hui sont tout à fait en défaveur de l'Ukraine, puisque les Américains, globalement, M. Trump a pris la langue de Moscou et il parle comme si c'était lui qui dirigeait à partir du Kremlin. Donc pour M. Zelensky, c'est assez déstabilisant. Lui arrive avec sur la table des propositions très similaires à ce que les Européens avaient proposé, en particulier la trêve dans les airs et sur la mer. Donc voilà, il veut marquer sa différence. On va voir. Moi, je ne suis pas très optimiste sur la réunion d'aujourd'hui. Les accords sur les minerais, probablement. Est-ce que ça sera un phénomène déclenchant pour que M. Trump finisse par agir au profit de l'Ukraine et non pas au profit de la Russie? On le verra. Et chacun utilise la force. On a bien vu que les Russes étaient en train de concentrer leurs attaques dans la région de Koursk
pour que le territoire russe ne soit pas occupé par l'Ukraine au moment des négociations. Et les Ukrainiens veulent montrer qu'ils sont capables de continuer la guerre et que donc il va falloir changer de logiciel. Monsieur Trump veut surtout montrer qu'il fait ce qu'il dit qu'il arrêterait la guerre et il est prêt à l'arrêter à n'importe quelle condition. Après les séquences très politiques qui se sont déroulées à Paris, à Londres et à Bruxelles, on aborde un chapitre plus technique dans lequel les chefs d'état-major se réunissent pour arriver à répondre à deux questions. La première, la défense européenne devant le danger russe, comment peut-elle s'organiser hors de l'OTAN ou au sein de l'OTAN? C'est une vraie question. La deuxième question, c'est qui est prêt à continuer à soutenir l'Ukraine et de quels moyens disposent les armées pour soutenir l'Ukraine. Donc c'est tous ces éléments qui vont être discutés entre militaires qui se connaissent bien. Le chef d'état-major de l'armée française, le général Burkhardt, rencontre régulièrement tous ses homologues. Donc ils vont pouvoir parler entre eux de sujets typiquement militaires avec bien sûr le blanc-seing que leur ont donné leurs chefs de gouvernement. C'est un peu une première. Alors il faut savoir qu'à l'Union européenne, les 27 se réunissent régulièrement. Il y a un président du comité militaire, mais pas avec des objectifs aussi clairement définis que ceux qui sont définis aujourd'hui. En plus, évidemment, se rajoute, vous le disiez tout à l'heure, le Royaume-Uni, la Turquie qui va être présente. Je crois que le Canada veut aussi être présent. Ça veut dire des gens qui sont extérieurs à la communauté européenne, mais qui en particulier font partie de l'OTAN. Donc, si vous voulez, tous se rencontrent soit à Bruxelles pour l'OTAN, soit à Bruxelles pour l'Union européenne. Donc maintenant, il s'agit, ce qui est très intéressant, c'est de se réunir sans les Américains et donc de décider sans les Américains. Et ça, c'est vraiment une nouveauté. D'abord, dans la réunion à Bruxelles, il y avait des éléments très précis qui étaient marqués sur les trous dans la raquette de la défense européenne, défense antiaérienne, missiles longue portée, etc. Donc, ils vont probablement parler de ces sujets-là. Mais aussi, vous avez raison, dans l'OTAN, ce sont beaucoup d'Européens, mais dirigés par des Américains. Ouais. Comment fait-on si les Américains ne sont plus là? Comment nous organisons-nous? C'est pas insurmontable, mais il faut en parler et c'est le moment d'en parler parce que les boosters sont allumés, il faut aller vite maintenant. Il y a probablement des spécialités qui peuvent être distribuées, des gens qui sont plus forts en mer que dans l'air et sur terre avec des moyens différents, mais aussi les capacités de diriger globalement une coalition si elle était déployée. Ça se passe à Paris, c'est pas par hasard. La France a un rôle singulier à jouer là-dedans. Je rappelle que c'est le seul pays qui a une défense nucléaire autonome. On sait très bien que les Britanniques, elle n'est pas totalement autonome et dépendent des Américains. On sait aussi que l'armée française a combattu récemment. Elle a des guerriers, des gens qui ont été formés à ces combats. Et puis, vous avez la Pologne qui a augmenté considérablement son outil de défense à 4,5% du PIB et qui est sur la ligne de front. Et vous avez les pays comme l'Estonie où il y a des forces britanniques et françaises déployées qui sont sur la ligne de front. Donc on voit qu'il y a des tas de points différents entre ces pays. Maintenant, il faut les faire converger. Et l'Ukraine va exposer aux États-Unis lors d'une réunion en Arabie Saoudite un plan pour un cessez-le-feu partiel avec la Russie, dans l'espoir de retrouver le soutien de Washington après le récent cataclysme dans leurs relations. France 24. À son arrivée à Jeddah, Volodymyr Zelensky est accueilli par des responsables saoudiens. Le président ukrainien a rencontré le prince héritier Mohammed Ben Salman, tout comme le secrétaire d'État américain, meneur de la délégation avec laquelle il discutera mardi de l'avenir de la guerre contre la Russie. Nous allons continuer à œuvrer pour un rapprochement de la paix. Nous espérons obtenir des résultats tant en termes de rapprochement de la paix que de soutien continu. Pour y parvenir, les Ukrainiens comptent proposer un cessez-le-feu partiel avec Moscou dans les airs et en mer. Une trêve qui présenterait l'avantage d'être facile à mettre en place et à surveiller selon Kiev et accueillie favorablement par Washington. Autre dossier brûlant, le soutien à l'Ukraine. Depuis la violente dispute entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale, les États-Unis ont suspendu leur aide militaire et la transmission de renseignements au pays. Des décisions sur lesquelles Marco Rubio s'est dit prêt à revenir juste avant son arrivée en Arabie Saoudite.
Je pense que la notion de la suspension de l'aide, de manière générale, est une question que nous espérons pouvoir résoudre. Évidemment, ce qui se passera mardi sera déterminant à cet égard. La délégation ukrainienne souhaite également signer l'accord sur les terres rares voulu par Donald Trump. Le texte, dont le président américain compte tirer des revenus pour rembourser l'aide, était une autre victime collatérale de la visite de Volodymyr Zelensky. Kiev a plus que jamais besoin de recoller les morceaux avec les États-Unis, alors que l'armée ukrainienne est à l'appel sur le front. Et pour terminer, le Groenland se rend aux urnes ce jour pour les élections législatives. La question de l'indépendance est au cœur de ce scrutin. La jeunesse groenlandaise, quant à elle, rêve majoritairement de cette indépendance. France 24. Match amical pour les handballeuses groenlandaises. L'équipe nationale affronte des jeunes de Lille. Les joueuses se connaissent bien et se rendent coup pour coup. Les places sont chères dans cette sélection qui dispute des tournois internationaux. Tout le monde ne connaît pas le Groenland ni où ça se trouve. Donc j'étais très fière quand on a joué les championnats du monde en 2023. Je pense qu'on devrait devenir indépendant, mais pas tout de suite. À mon avis, on n'est pas prêt, mais dans le futur, peut-être. Le handball est très populaire ici, comme au Danemark. C'est là que Ivalu a étudié, gratuitement. Une possibilité offerte à tous les Groenlandais. L'île est semi-autonome, mais rattachée aux Danois qui gardent notamment les pouvoirs en matière de défense et de politique étrangère. Les grands partis groenlandais militent pour l'indépendance, mais ne sont pas tous pressés. L'île et ses quelques 57 000 habitants se développent et aura besoin de davantage de main-d'œuvre. Un problème pour les entreprises, car de nombreux jeunes partent chaque année. On va voir une baisse de la population. On s'attend à 40 000 habitants en 2050, mais ce n'est pas à cause d'un manque d'emploi, car il y a du travail ici. Si les jeunes ne reviennent pas s'installer ici, c'est à cause du manque d'habitations de qualité, d'écoles et d'activités culturelles. Si les Groenlandais obtiennent encore plus d'autonomie, ou même un jour l'indépendance, il lui faudra des alliés de confiance. Pour la défense, mais aussi pour le commerce. Car sur cette île de l'Arctique, recouverte à près de 80% par de la glace, presque tous les produits sont importés. Ainsi s'achève ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après l'émission Nizouk, présentée par Seine Ranirland. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva.